L'objet qui va nous animer cet après-midi va être de questionner non pas les financements publics qu'on a déjà bien questionné ce matin et on a pu voir aussi les difficultés entre les attentes des familles et la vision que la société actuelle, d'un point de vue finance, peut avoir, et on connaît toutes les difficultés. Aujourd'hui, sur cette table ronde, on voulait vraiment mettre en lumière la possibilité de prendre encore des initiatives, créer des projets innovants, mais aussi de montrer qu'il y a des demandes qui sortent du contexte des réponses collectives qui sont aujourd'hui proposées. Donc on va essayer de faire dialoguer des porteurs de projets et des personnes directement concernées qui souhaiteraient avoir aussi des porteurs de projets qui répondent à leurs demandes. On a le plaisir d'accueillir Johanna qui va nous parler de son parcours, qui va nous parler de aujourd'hui qu'est-ce qu'elle aimerait avoir dans son quotidien pour vivre dans de bonnes conditions. Je vous présenterai le panel après, mais on va essayer de faire dialoguer des parcours de vie avec des initiatives. Je ne sais pas si ça sera le plus simple à faire, mais je compte sur mon panel pour m'aider à le faire. Donc voilà, je vais laisser la parole à Johanna qui va introduire cette table ronde et qui va nous lancer dans nos échanges. Merci. Bonjour à tous. J'entends souvent parler de moi comme d'un cas lourd, d'une situation de grande dépendance, d'un lourd handicap moteur. Aujourd'hui, je me présente devant vous, je m'appelle Johanna, je suis une jeune femme de 25 ans, pleine de rêves, aussi fous les uns que les autres. Néanmoins, j'ai une particularité, un handicap, plus précisément une infirmité motrice cérébrale survenue à ma naissance. Depuis toujours, je suis dépendante des autres pour chaque geste de la vie quotidienne. Je suis aussi dépendante de mon cher ordinateur Toby, grâce auquel je peux parler et gérer au maximum mon environnement et ma vie. Dès l'enfance, j'ai eu la chance d'être élevée dans la douceur et la chaleur d'une famille formidable qui s'est battue pour que j'aie une vie la plus normale possible. Vers 1 an, j'ai intégré la crèche inclusive Les Lucioles, un lieu magnifique où l'ordinaire rencontre l'extraordinaire. De 3 à mes 19 ans, j'ai été dans 2 écoles de type 4 forme 4, c'est-à-dire avec un niveau scolaire identique à celui des écoles ordinaires, avec une équipe thérapeutique et éducative qui nous encadre. Ça peut paraître étrange, et maintenant ce sentiment a diminué, mais depuis toute petite, dans ma tête, je me suis toujours vue comme une personne normale. De mes 11 à mes 16 ans, j'ai fait partie d'une troupe de mouvement de jeunesse mixte. Dans chaque patrouille, il y avait 1 ou 2 enfants avec des particularités. Les autres de la patrouille qui s'occupaient de nous. J'adorais ce concept. Les autres me proposaient de faire des trucs fous, comme monter sur des échasses. Grave erreur. Avec moi, il ne faut jamais proposer un truc fou, parce que plus c'est fou, plus je me sens vivante. Au guide, ce qu'il me faisait vraiment du bien, je me sentais dans un groupe, entourée, au même niveau que tout le monde, sur tous les plans. Quand je vis ce genre de moment, j'en ai des frissons, parce que j'adore cette sensation d'appartenir à un groupe, sans me sentir différente. Ce qui a toujours été difficile pour moi, c'est ce sentiment, de plus en plus fort avec le temps, d'être différente des personnes différentes. Comme si la société formait un grand cercle, avec à l'intérieur un plus petit cercle pour les personnes handicapées, et moi, encore dans un autre dedans. J'ai l'impression que presque rien dans le monde n'est fait pour moi, et du coup, je dois me battre pour me créer une vie la plus adéquate possible, car je rentre dans aucune case. Depuis toujours, on m'a élevée en me donnant l'impression que tout était possible. Alors pour moi, le mot « impossible » n'existe pas. Il coule dans mes veines et je n'y peux rien. De mes 6 à mes 20 ans, j'ai été à l'IRAM. Pas de chance, ma dernière année a coïncidé avec l'année 2020, celle du fameux Covid de caca. Du jour au lendemain, j'ai été arrachée à toute l'équipe qui m'avait accompagnée pendant 14 ans. Mes thérapeutes ont essayé d'assurer un suivi à distance et de me donner toutes les armes pour poursuivre ma vie, mais ça a été très difficile pour moi parce que j'avais quelques piliers qui m'avaient beaucoup aidé à avancer durant toutes ces années et d'un coup j'ai été séparée d'eux. Le 13 mars 2020, tout s'est vraiment arrêté, plus d'école, plus d'aide à domicile. Tout est retombé sur ma famille. Depuis mes secondaires,
J'avais le rêve de faire des études de psychologie, mais je devais d'abord subir une intervention médicale avec une longue rééducation. Avec le Covid, tout a été décalé d'1 an. En septembre 2020, pour m'occuper, j'ai fait une formation d'anglais. Ça m'a pas été très utile vu que je suis toujours nulle en anglais. À la fois je parle, même pas français, alors anglais n'en parlons pas. Cette expérience a été le début d'un long combat pour trouver ma place dans le monde ordinaire. Le centre de formation sociale a accepté de m'accueillir. Pour suivre les cours, faut que je me rende sur place. Sur place, me retirer ma veste, prendre note pour moi, me donner à boire. Malheureusement, dans ce genre de choses, c'est très compliqué de me mettre aux toilettes, donc je suis obligée de mettre des protections. Après le cours, il faut débrancher mon ordinateur, remettre ma veste, et enfin que je rentre à la maison. Heureusement, j'ai trouvé une jeune femme formidable via une annonce Facebook. Elle m'a accompagnée pendant les cours, 2 fois par semaine, et le CPAS m'a aidé pour le transport. En classe, je me sentais bien. On était 7 ou 8, de tous âges. En entrant la première fois, j'ai rigolé, il y avait un autre monsieur en voiturette. Intérieurement, je me suis dit, trop cool, je ne suis pas la seule sur roulette. La prof était top, mais dans notre société, elle ne pouvait pas prendre le temps de m'aider si j'étais seule, ça allait ralentir le groupe. Dans notre société, faut avoir du rendu, faut que la prof ait le temps de nous enseigner toute la matière, pour qu'on passe nos examens, pour avoir un diplôme pour pouvoir faire quelque chose de nos vies. Faut qu'on ait du rendu. Ne s'agit pas trop de juste bien vivre ensemble dans le respect de chacun en apprenant l'anglais. Non, non, faut avoir vraiment du rendu. Et si tu ne suis pas assez le rythme, tu es éjectaire. C'était donc ma première vraie expérience dans le monde scolaire ordinaire, j'en garde un bon souvenir. Ensuite, un peu plus tard, je suis rentrée à l'université en 2022. Quand je m'étais renseignée, au premier rendez-vous, la cellule des besoins spécifiques m'avait expliqué qu'il existait des co-projets où les étudiants aidaient en journée, prenaient les notes, et où je pouvais habiter avec d'autres étudiants qui m'aideraient au quotidien. Tout s'annonçait parfait, une inclusion au top, exactement ce dont je rêvais. Puis, avec le Covid et tout le reste, je suis retournée voir ce service plus tard, et là, le discours avait changé, il n'y avait plus de co-projet pour vivre avec des étudiants valides. Mon handicap était trop lourd pour donner à des étudiants la responsabilité de m'aider en cours. Je me suis dit, comment on va faire maintenant? Quelques mois plus tard, je reçois un mail de l'université, un co-service se libère. Un co-service, c'est un co physiquement accessible, pas de marche, couloir plus large, salle de bain privée assez grande pour du matériel de soins, mais c'était minuscule. Quand ils m'ont dit que j'obtenais ce co, ils m'ont aussi expliqué que je devais recruter mes 6 cocoteuses moi-même. J'ai donc mis des annonces sur les réseaux sociaux, dans les facultés, en expliquant clairement ma situation, totalement dépendante, besoin d'aide pour chaque geste de la vie quotidienne. J'ai reçu des réponses, j'ai rencontré tout le monde, j'ai réexpliqué à chaque fois ce que ça impliquait de vivre avec moi. En juillet 2022, j'avais enfin mon équipe de 6 cocoteuses. Fin août, le service logement m'annonce que je dois en choisir 4 d'entre elles, car 2 étudiantes de l'année précédente restaient dans le co. Sauf que ces 2 étudiantes n'étaient pas du tout à l'aise avec le fait de m'aider. L'étudiant en situation de handicap avant moi était en chaise roulante, mais il n'avait besoin de rien. Donc les cocoteuses déjà sur place n'avaient ni l'habitude, ni la volonté d'aider. Je suis donc passée de 6 filles à 4, il avait presque plus de possibilités de tournante. Sur la semaine, j'avais aussi une infirmière matin et soir pour l'habillage et la toilette, et des éducateurs qui passaient pour quelques midis. Franchement, les 2 premières semaines, j'ai kiffé ma vie. Ça roulait, je me sentais fière d'aller en cours, dans un grand auditoire, d'avoir mon co, d'être entourée de gens ordinaires. C'était ce que j'avais toujours rêvé. Malheureusement, ça n'a duré que 2 semaines. Après, c'est devenu un cauchemar. Sauf une seule qui avait aucun souci de m'aider, mais les autres du coup ont commencé à dire, moi, j'ai pas dit au début, mais ça me dégoûte de te mettre aux toilettes. Or que quand je l'avais rencontré, j'avais clairement dit, en habitant avec moi, tu devrais parfois me mettre aux toilettes. Une autre c'était, Johanna, tu fais trop de bruit le matin, ton infirmière parle trop fort. Ou encore, tu es une voleuse, tu as pris une cuillère de choco, c'est illégal. Je vous jure,
Elle m'a envoyé un message de 2 pages sur ça. C'était violent. Et tout ça, sans preuve. Un soir, je leur ai dit, les filles désolées, la personne qui devait me donner à manger et me coucher est malade. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à manger et à me mettre au lit? Elles m'ont répondu, Johanna, on a eu une grosse journée de cours, on va au cinéma. Trouve quelqu'un d'autre. Là, tu as 22 ans, coincée dans ta chaise, prisonnière de ton corps, et tu as juste envie de leur répondre, moi aussi, j'aimerais aller au cinéma après une journée difficile. Mais là, j'aimerais juste pouvoir manger et me coucher, mais j'ai répondu, oui, ok, je comprends. Je vais me débrouiller. Je les comprenais vraiment sur le fait qu'elles avaient le droit d'aller au cinéma. Néanmoins, je ne comprends pas que tu puisses dire ça à une jeune fille totalement dépendante en face de toi. Ça, désolé mais, non, je ne comprends pas. Quand elle partait, j'avais envie de m'effondrer, mais il fallait trouver une solution pour pouvoir manger et dormir. Comme souvent depuis 4 ans, j'ai trouvé un ami ou un bénévole pour m'aider. À partir de fin octobre, on a trouvé des aides familiales pour tous les matins et midi, ce qui soulageait déjà. J'ai aussi commencé à créer un groupe de bénévoles Les Petites Fées de Joe, un groupe qui évolue avec le temps, composé de personnes formidables, qui m'aident avec le cœur, que je trouve un peu partout mais qu'il me reste fidèle rarement, vu la charge de travail que mon handicap implique, mais ceux qui restent à mes côtés, c'est mes super-héros. J'ai fini l'année cloîtrée dans ma chambre. Émotionnellement, je ne supportais pas d'aller dans les communs, voir tout le monde assis ensemble, alors que moi j'attendais parfois une aide qui n'arrivait pas, juste pour pouvoir manger ou aller aux toilettes. Vivre ça, c'est juste horrible, inhumain, dénigrant, j'ai pas de mots, je me suis dit, Johanna, là, tu es avec des gens qui t'ignorent. Autant vivre vraiment chez toi toute seule, avec des professionnels et des bénévoles. Le 4 septembre 2023, je suis donc enfin entrée dans mon appartement à moi. Même si, au quotidien, c'est un combat sans fin, je suis vraiment fière et heureuse d'avoir mon chez moi. En plus, à ce moment-là, j'ai eu droit au BAP, un budget d'assistance personnelle. Alors ce budget est génial, ma maman s'est battue pour l'avoir. Mais en fait c'est difficile, parce que c'est une certaine somme d'argent sur l'année, mais je ne l'ai pas moi à proprement parler cet argent, c'est une enveloppe donnée à la VIC, qu'il utilise pour payer une série de personnes qui viennent chez moi. Mais il faut avoir beaucoup de conditions pour pouvoir rentrer pour être payé via ce budget. Donc c'est un peu galère, c'est une belle aide, mais avec trop de contraintes pour pouvoir l'utiliser correctement. Depuis 2 ans, j'ai des aides familiales, la semaine, le matin et le midi, pour m'aider à me lever, manger, faire mon linge, préparer des repas avec moi. Le soir, des infirmières viennent me laver, puis une aide à la vie journalière ou une garde malade me donne à manger et me couche. Ce qui est difficile dans mon quotidien, c'est que tout est fixé. Aucune place pour l'imprévu. Le matin quand l'aide arrive, elle doit me lever tout de suite, sinon elle prend du retard sur sa tournée. Donc pour moi, le week-end, ça doit vraiment être une pause dans ce quotidien si millimétré, si rythmé, si organisé, si séquencé. Je me débrouille avec des bénévoles, des amis, ma famille. Sauf pour la toilette du soir, pour souper et me mettre au lit, ça reste une infirmière et une aide à la vie journalière. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce choix. Mais moi, le week-end, je veux casser le rythme. Prendre mon temps. Inviter des gens. J'adore bouger, faire des sorties. Parfois je prends le train toute seule. Une fois, c'était trop cool. Il y avait un concert à Bruxelles et avec une pote, on voulait trop y aller. Sauf qu'on était trop tard pour réserver l'assistance train et métro. Du coup, avec ma pote, on s'est dit, bon, on tente le coup, on y va quand même. À la maison, j'ai une rampe relativement transportable, donc on l'a prise avec nous pour prendre le train et le métro. On s'est fait engueuler parce que certains ne voulaient pas nous laisser monter pour une question d'assurance. Mais on a réussi à aller à notre soirée et à rentrer. Pour le retour, on était là. J'espère qu'ils vont nous laisser rentrer parce que sinon, ça va être le caca. Puis une fois rentrée, mon ami a dû m'aider à me coucher et tout. Ce soir-là, je me suis sentie tellement bien, tellement libre, tellement normale. Par exemple, le train et le métro sont globalement les transports en commun les mieux accessibles. Mais le fait de devoir réserver un truc 48 H à l'avance, ça restreint une liberté. Moi, je rêve juste de pouvoir me déplacer facilement, comme tout le monde.
Et on me dit souvent que je devrais prendre des transports pour PMR. Ben non, en fait. De 1, les transports adaptés coûtent un bras. De 2, ils sont tellement rares qu'il faut s'y prendre des mois à l'avance. Et de 3, j'adore prendre le train entouré d'autres gens. Par exemple, une fois, j'ai rencontré un groupe d'enfants de 6e primaire accompagnés de leurs 2 institutrices. Ils étaient assis dans le train, et moi je monte, et je me retrouve dans leur wagon et je leur souris. Puis, comme toute jeune adulte, je regarde les réseaux sociaux grâce à mon Toby sur mon GSM. Je les vois me scruter avec leurs petits yeux tout mignons, puis il y en a un qui dit aux autres: "Oh les gars, trop cool, elle est sur Instagram." Alors je me dis en moi-même: "Allez Joe, parle-leur." J'ouvre mon tableau de communication, il y en a un qui fait: "Oh, elle écrit un truc." Je leur écris: "Bonjour. Je m'appelle Johanna." Je communique avec mes yeux. Puis je lance ma voix. Ils étaient tout émerveillés. L'instit dit: "Vous lui répondez les enfants? Vous avez entendu? Madame parle grâce à son ordinateur." Petit à petit, on a commencé à échanger et c'était un moment magique. Pour moi, c'est ça l'inclusion. Moi, je n'ai pas envie de prendre un transport adapté, caché des autres personnes. Je veux être au milieu des gens, communiquer et apprendre la différence au monde entier par ma présence. Je me sens tellement bien quand je fais ça. En parlant de trucs comme ça, un truc auquel on ne pense pas, mais que j'adore faire, c'est mes courses toute seule, même si ça demande de l'organisation. Je vais vous expliquer comment je fais. Déjà, le truc embêtant, c'est que pour partir de chez moi, je dois trouver quelqu'un pour me mettre ma veste. Et là, je peux partir toute seule. Je vais le plus souvent au Deleuze à l'Esplanade. La première difficulté, un ascenseur. Je ne sais utiliser aucun de mes membres. Donc une fois devant l'ascenseur, je mets mon ordinateur super fort et je dis: "Est-ce que quelqu'un peut m'aider à appuyer sur l'ascenseur?" Parfois j'attends 10 minutes, parce que personne ne fait attention, ou parfois on m'ignore. Mais je finis toujours par réussir. Une fois dans le magasin, pour chaque aliment que je veux, je me place devant avec ma voiturette et j'écris: "Vous pouvez m'aider à prendre le saumon fumé et le mettre dans mon sac derrière, s'il vous plaît?" Dès qu'une personne arrive près de moi, je mets ma synthèse vocale. Comme pour l'ascenseur, parfois ça marche pas, mais j'y arrive toujours. Et je fais ça pour chaque produit. Arrivé à la caisse, un caissier m'aide généralement. Je suis tombée une fois sur une CO. Bref, vous avez compris, qui ne voulait pas m'aider, qui avait dit en me regardant: "Qu'est-ce qu'elle fout là, elle?" Ça m'a rendu assez triste. Heureusement, un client du magasin m'a aidé. En temps normal, c'est une caissière qui le fait et qui m'aide à prendre ma carte. Puis je fais le chemin inverse jusqu'à chez moi, et là je dois avoir quelqu'un pour retirer ma veste et ranger mes courses. Mais c'est aussi un moment d'inclusion, où je me sens bien la majorité du temps. Bref, j'ai dévié, mais c'était important pour moi d'expliquer ces expériences. Je parlais de mes week-ends. Le samedi matin, c'est ma super voisine, une de mes super-héroïnes de mon quotidien, qui vient me lever et me donner mon petit déjeuner. Alors, oui, ce n'est pas logique, dans notre société, qu'une voisine fasse ça. Mais moi, j'adore, j'ai droit à un câlin, à un réveil en douceur, à un petit déjeuner tranquille en papotant. Parfois, si je suis réveillée plus tôt, je lui envoie un message, et si elle est dispo, elle vient. Et le samedi midi, le dimanche matin et dimanche midi, je me débrouille pour trouver des bénévoles, des amis, de la famille. Et je vous mens pas, oui, je l'avoue souvent c'est galère, et je trouve une personne de dernière minute. Mais je dois choisir entre ça, ou avoir une personne qui vient tous les week-ends à horaire fixe, qui doit rester chez moi minimum 4 heures, car le week-end, je trouve personne d'autre de professionnel payable grâce à mon budget d'assistante personnelle. Alors même si ce n'est pas agréable, si je me retrouve parfois avec personne, même si ça peut paraître fou, moi je préfère être tranquille et organiser mes week-ends avec moins de contraintes horaires. Je ne crache pas du tout sur les professionnels. Ils travaillent dans des conditions difficiles, pour un salaire qui ne reflète pas leur charge. Ils doivent suivre des horaires stricts, des contraintes, tout ça. Mais j'avoue que parfois, je ne comprends pas. Certaines aides professionnelles refusent par exemple de me lever parce que ça demande trop de manipulation. Et je les comprends d'un côté, mais je me dis: pourquoi mes amis, ma voisine, les bénévoles n'ont aucun problème à le faire?
Elles disent qu'une fois les bonnes manipulations comprises, je suis facile à mobiliser. Alors que des gens du métier, payés et formés, se plaignent, alors je dois être levée 1h30 plus tôt par une infirmière, qui n'a que 10 minutes pour me lever et m'habiller, autant vous dire qu'elle est contrainte et forcée de m'arracher de mon lit, puis je dois attendre 1h30 l'aide familiale, qui elle ne commence pas avant 8h, pour me donner à manger. Et qui, normalement lever et habiller les personnes, fait partie de leurs tâches, mais pour qui mon cas est trop lourd. Heureusement, j'ai beaucoup de professionnels qui interviennent chez moi, même si je déteste employer le mot travail dans ce contexte. Bref, il y en a beaucoup avec qui je m'entends vraiment très bien et qui sont merveilleux. Mais parfois, même à ce niveau-là, c'est compliqué pour moi. Parce qu'ils sont censés rester professionnels. Sauf qu'on est humain, quand tu aides une personne plusieurs fois par semaine, un lien finit forcément par se créer. Je vais vous donner un exemple. Sur ces 4 années, je me suis super bien entendue avec une aide. C'est toujours mon amie, même si théoriquement on n'a pas le droit. Un jour, elle s'est mariée, et je n'ai pas pu aller à son mariage, parce que les aides ne peuvent pas avoir de contact personnel avec leurs bénéficiaires. Je trouve ça tellement inhumain. Oui, je comprends que c'est une règle destinée à protéger tout le monde, mais je trouve ça irréaliste de demander aux gens de ne pas s'y attacher. C'est impossible. Et encore plus pour nous, parce qu'on a déjà plus de difficultés à se faire des amis. On est censé faire comme si les aidants n'étaient pas dans nos cœurs, mais désolé, je n'y arrive pas. Pour en revenir à l'université, pour le moment c'est un peu difficile d'en parler, parce que faire des études de psychologie était un très grand rêve pour moi. Déjà parce que ces études sont faites pour moi, je suis une jeune femme qui adore écouter les histoires de vie et qui aime profondément aider les autres. Aider les autres, je m'en rends compte de plus en plus, c'est presque un besoin vital pour mon bien-être, pour me sentir utile. Et puis, moi qui adore réaliser des choses qu'on penserait impossibles, obtenir un diplôme universitaire avait une grande importance. Je voulais montrer que même en étant handicapé, on peut réussir comme les autres, c'est presque une mission de vie. Pendant un peu plus de 3 ans, je me suis vraiment donnée à fond, gérer un quotidien difficile et énergivore, et en même temps essayer de gérer la partie universitaire qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas totalement inclusive. Oui, c'est vrai, on peut avoir de l'aide pour les examens, un accompagnement pédagogique si un cours est trop compliqué, ou encore étaler ses années pour avoir moins de cours. Tout ça est précieux, et je le reconnais. Mais concrètement, quand j'arrive en cours sans une amie, je garde ma veste, parce que personne ne m'aide. Quand j'ai une longue journée, c'est à moi de m'organiser avec des bénévoles, pour pouvoir manger à midi sur le campus. Quand je commence à 8h30, je dois trouver quelqu'un pour me donner à manger après l'infirmière et pour m'aider à aller aux toilettes. En cours, je dois trouver quelqu'un pour m'ouvrir les portes. Ce sont plein de petites choses qui, mises bout à bout, rendent l'université, désolée de le dire, mais pas du tout inclusive. Je comprends que c'est difficile d'être parfaitement inclusif pour tout le monde. Mais alors, qu'on arrête avec les grands discours. Cette année, je suis allée à un drink organisé par la cellule pour les étudiants à besoins spécifiques. Je suis sortie de là en ayant envie de pleurer, de crier, j'étais vraiment en colère, je le suis encore. Tout le monde parlait d'inclusion, de soutien, de solutions, et moi, en entendant ça, je me sentais seule, nulle, trop compliquée, épuisée par mes 3 années actuellement. Depuis septembre, je suis inscrite à l'université, mais mentalement je n'arrive plus à y aller. Je me suis tuée à la tâche pendant 3 ans, j'ai tout donné, mais là, je ne peux plus. Et ça me rend profondément triste, parce que j'aime vraiment les cours, je les réussis très bien. Je suis capable de faire ces études de psychologie. Mais la société ne me donne tout simplement pas les moyens d'y arriver. Et ça me brise le cœur, parce que je suis faite pour ces études. Et pourtant, petit à petit, doucement, je commence à penser à arrêter, à abandonner un rêve que je porte depuis toujours. Alors, mes envies, mes rêves en termes d'inclusion, c'est simple, qu'on apprenne vraiment à vivre ensemble, qu'on aide l'autre. Moi, je ne veux pas être envoyée dans un centre, caché, mis à part de la société. Je veux continuer à aller faire mes courses toute seule, prendre le train, croiser des gens, parler avec des enfants curieux.
Je veux continuer à me battre pour vivre, à faire des trucs complètement fous parce que ça me rend heureuse. Je veux continuer à me sentir vivante et utile au monde à ma façon. Je rêve de créer une société totalement inclusive. Vous pouvez m'aider? Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde de ma... Merci beaucoup à tout le monde de m'avoir écouté et merci à tous mes héros du quotidien de m'aider à être qui je suis. Je vais essayer de parler. C'est un parcours de vie qui vient de nous être partagé. Qui est un grand merci, Johanna, de ce partage, de nous avoir exposé tous ces moments de rêve et de désillusion qui ont jalonné ton parcours. Je trouve que c'est aussi pour ça qu'on avait proposé à Johanna de venir témoigner. C'est qu'on ne sait pas faire autrement que écouter des parcours pour pouvoir essayer de réfléchir ensemble à comment faire mieux demain. Je vais essayer de rebondir pour pouvoir transmettre la question, hein, mais dans cette table ronde, on avait souhaité vraiment mettre autour de la table des gens qui ont envie de penser des nouvelles réponses pour justement ces rêves, ces envies. Donc je vais me débarrasser du micro très rapidement pour donner la parole à Cléon, s'il veut bien, pour nous parler aussi de ses rêves, de ses envies et de ce qu'il défend au quotidien. Et je continuerai à passer le micro pour qu'on puisse continuer cet échange. Bonjour à tous. Oui, donc à la question des rêves, et je dois vous avouer que j'ai fait beaucoup de rêves et je les ai presque tous réalisés. Voilà, je suis quelqu'un comme Johanna, autonome mais dépendant, ou bien dépendant mais autonome. Vous pouvez choisir. J'ai eu la chance d'avoir une famille aimante comme Johanna. Et malheureusement, mon papa est décédé à l'âge de 10 ans. Je suis d'origine grecque. Et j'ai été à Ostende pour ma révalidation, parce que c'était en Grèce, il y avait des institutions, mais sans école. Et ma maman disait, la réadaptation, c'est aussi dans la tête, il faut être aussi formé, il faut être... Donc on m'a dit que je devais faire des études de comptabilité, parce que la comptabilité, ça se fait assis. Donc j'ai fait comptabilité, c'est comme ça que j'ai eu souvent l'occasion de rencontrer M. Baud, au bon débit qui ne fait pas crédit. Alors, j'ai fait mes études et j'étais en institution quand j'ai vu une affiche qui m'a bouleversé, qui était une affiche de Access & Go, enfin la NLH à l'époque, qui ne mettait pas des bâtons dans les roues des personnes en situation de handicap, des personnes handicapées à l'époque. J'ai dit, c'est formidable, ça, quelle association qui ose faire des affiches 4 mètres sur 3, placardées partout, ne mettait pas. Et donc, j'ai quitté l'institution quand j'avais 21 ans. C'était l'Institut maritime belge d'orthopédie. Et comme on était très jeunes, on sortait le soir et on changeait la pancarte. Et on disait, ici, meilleur bordel d'Ostende. Parce que on ne pouvait pas sortir le soir, mais on pouvait sortir et revenir le lendemain matin. Alors on était toute une bande de jeunes où on sortait, un peu comme Johanna, on faisait le fou, et quand il n'y avait plus d'actualité, il n'y avait plus de festival, on allait en dessous de l'immeuble, en dessous de la fenêtre de la gare de nuit, et on faisait le coq. Voilà. Alors, j'ai été, à l'âge de 21 ans, j'ai quitté l'institution et j'ai loué comme
comme Johanna, un appartement. Et j'ai eu la chance d'avoir une autre personne handicapée qui m'a dit, tu sais, il y a la Cité de l'Amitié qui est un nouveau projet où il y a des appartements adaptés avec des services et les portes s'ouvrent tout seuls. Ça m'avait vraiment impressionné. Les ouvre-portes, je n'avais jamais vu ça. Une télécommande qui me permettait d'ouvrir la porte tout seul. C'était l'autonomie. Évidemment, j'ai postulé et j'étais le 4e locataire de cette Cité de l'Amitié où il y avait les 4 facteurs qui étaient pour moi les facteurs de l'autonomie, c'est-à-dire l'architecture, les aides techniques et l'assistance personnelle 24 heures sur 24. C'était vraiment un grand miracle. Peu de temps après, j'ai rencontré ma future épouse. On s'est mariés, on a eu 3 enfants. Aujourd'hui, j'ai 7 petits-enfants. J'ai eu la chance de travailler. À la Cité de l'Amitié, j'ai eu la chance de rentrer dans l'équipe qui a mis ça en place. J'ai commencé en bas de l'échelle comme secrétaire. Et petit à petit, je suis devenu directeur. Et pendant 33 ans, j'ai fait des cités de l'amitié, j'ai fait des services AVJ en Wallonie et à Bruxelles. Ça apporte énormément de liberté, des logements qui sont desservis par une permanence 24 heures sur 24, respectueuse de la volonté de chacun. Mais ça a quand même des limites. C'est des très beaux services, bed and breakfast, dans et autour du lit. Or, l'inclusion, ce n'est pas seulement dans le logement et autour du lit. Donc, il y a un deuxième combat qui est arrivé et je me suis battu pour le BAP. J'ai eu l'occasion avec Elisabeth, d'ailleurs, qui était ici dans la salle, je ne sais pas si elle est encore là, d'avoir voyagé pour l'Europe. J'étais responsable d'un groupe dans les années 90, le groupe Helios, et j'étais responsable du groupe Vie Autonome. Et j'ai rencontré un gourou, je ne peux pas le nommer autrement, qui s'appelait Adolf Raska, en Suède, qui est le père de la vie autonome, où il disait il faut former des personnes handicapées pour être autonomes, pour être des phares, pour montrer la vie autonome. Et c'est comme ça que notre combat pour le budget d'assistance personnelle a commencé. Évidemment, j'ai emmerdé la VIC, la WIP à l'époque, en disant, écoutez, il faut vraiment changer de paradigme. Il faut changer. Il n'y a pas que les institutions. Et encore maintenant, on n'arrête pas de le dire. Je pense que vraiment, il faut dire les choses. Et comme Michel disait ce matin, je ne suis pas là pour me faire des amis, pas des ennemis non plus. Mais je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont, même si parfois ils ne sont pas agréables à entendre, parce que thèse et antithèse, ça crée les prothèses. Donc, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas des formules beaucoup plus respectueuses des personnes en situation de handicap. Et je voudrais peut-être vous le montrer par quelque chose de très très simple. Je voudrais vous demander de lever la main tous ceux qui ont un appareil mobile, un GSM. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez un GSM? Voilà. Bon, je pense qu'à 95%, vous avez levé la main. Il y a peut-être 2% des personnes en situation de handicap qui ne savent pas lever la main. Je m'en excuse pour eux. Alors, je vais vous poser une deuxième question et je vais vous demander d'être honnête. Si vous avez une cabine téléphonique et vous avez un GSM, qu'est-ce que vous choisirez? La cabine téléphonique qui parfois est occupée, parfois est défaillante, où il faut vous déplacer, où elle ne fait qu'une seule chose, c'est-à-dire appeler, où il faut sortir quand il fait froid, ou bien
vous allez choisir votre GSM. Je pense que vous pouvez lever la main si vous choisissez la cabine téléphonique. En plus, il n'y en a plus. Voilà. Donc, soyons toujours honnêtes vis-à-vis de soi-même. Pourquoi imposer aux personnes handicapées quelque chose que vous n'allez pas vous imposer? Pourquoi ne pas offrir aux personnes handicapées la possibilité d'avoir de l'aide chez soi qui fait plusieurs choses? Parce que tout le monde dit, ce qui est vraiment très embêtant dans les aides, c'est ce morcellement. Johanna l'a merveilleusement dit, c'est très séquencé. L'aide familiale ne peut pas monter sur le tabouret, ne peut pas faire les vitres, ne peut pas faire de l'aide personnelle. L'infirmière, c'est mes actes infirmiers. Il ne faut pas qu'on touche à ce que je donne des médicaments, à ce que moi je peux donner les médicaments. Il faut que personne d'autre le fasse. Mettre la veste, le chauffeur de taxi dit « Ah ben non, je suis taximan, je ne peux pas mettre la veste », etc., etc. Je peux vous donner une très très longue liste de tout cela. Donc, je pense que si on veut être honnête, il faut choisir des formules qui cassent un peu toute cette spirale, qui sont des barrières, des obstacles, pour justement offrir la possibilité d'une vie d'inclusion. Et tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec cette formule. Je pense qu'il n'y a personne qui n'est... Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit le monde politique qui est prisonnier dans les lobbies. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a une responsable de mutuelle qui a dit « il faut passer sur mon corps pour que le budget d'assistant personnel voit le jour ». Ben, je vous jure, je passerai bien sur son corps, moi. Je n'ai pas d'état d'âme, hein. Ça je peux vous le dire. Hein. Et en plus, je crois deviner qui c'est. Donc, voilà, je pense qu'il faut arrêter d'être devant ce choix. Et il faut des choix difficiles. Le lobby institutionnel, le lobby des mutuelles, le lobby des gens qui ne vivent pas le handicap, mais vivent du handicap. C'est ça le problème. On s'est fait confisquer notre budget. Je ne sais pas si Inclusion s'est rendu compte, mais j'ai mis 2 affiches à l'entrée. Une affiche avec des codes barres, qui veut dire nous sommes des objets de soins et plus de sujets. Nous sommes des codes barres d'un côté, et de l'autre côté, avec humour, il y a un autre poster qui dit « Le non-marchand, c'est moi ». On nous a piqué nos budgets. Je vois la VIC qui est là, les responsables de la VIC. Faisons l'exercice. 99 ou 98 ou 97% des budgets vont vers des structures que tout le monde condamne. L'Europe, la première, qui dit il faut désinstitutionnaliser, il faut mettre les personnes handicapées parmi nous, ensemble. Mais les budgets ne suivent pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais thèse, antithèse, prothèse. Un grand merci pour cette intervention, encore une fois inspirante, avec beaucoup d'humour, parce que je crois que c'est nécessaire aussi d'avoir cette légèreté dans les débats qui nous animent au quotidien. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit, Cléon, qui sont essentielles, enfin elles sont toutes essentielles, mais en tout cas sur ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est surtout de se dire que à tout moment, dans tous les moments en tout cas de l'histoire, sur la question du handicap, il y a eu des gens qui ont porté des projets, qui ont porté des initiatives. C'est aussi pour ça que ça existe aujourd'hui, ce colloque. C'est des familles qui, un jour, se sont dit, en fait, mettons-nous ensemble parce qu'il y a des manques dans le système et créons une ASBL pour les dénoncer aussi.
Je pense que le dialogue est sain à partir du moment où il y a des gens pour dénoncer les manques. Il y a des évolutions aussi positives du système. Enfin, je pense que c'est aussi l'objet de se dire ça aujourd'hui, c'est de se dire que on fait pas juste un constat pour dire que tout est perdu et rentrer chez vous avec ce constat-là. C'est aussi de se dire qu'il y a des possibilités. Il y a encore, malgré un contexte, comme on l'a entendu par le ministre ce matin, difficile au niveau financier, il y a encore des possibles de créer, d'innover, d'avoir des parcours qui fonctionnent bien et de pouvoir créer des initiatives. Là, on va avoir plusieurs témoignages après d'initiatives plutôt collectives qui permettent aussi de répondre à des besoins qui ne trouvent pas forcément réponse pour tous. Mais c'était un peu le message aussi que je voulais passer. Et merci Cléon pour ce témoignage. Je vais passer la parole à Sylvie qui va nous parler aussi justement d'un exemple d'initiative qui aujourd'hui répond à la demande de certaines personnes dans le système. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis maman d'une grande Violette qui a 15 ans, qui est scolarisée dans l'enseignement spécialisé. Et à un moment donné, on n'a plus trouvé de solution par rapport à des stages, des occupations, ou en tout cas une solution pour qu'elle soit accompagnée pendant les congés scolaires. Et donc, d'après ce constat-là, parce qu'on s'est tourné vers des accueils temps libres, etc., on me dit chaque fois, elle est super mignonne, hein, mais ça ne va pas le faire. Donc, il n'y avait pas de ressources au niveau humain pour pouvoir l'accompagner parce qu'elle est grandement dépendante. Et donc, face à ce constat, à un moment donné, on s'est mis avec quelques parents, c'est-à-dire une autre maman et mon mari, et on s'est dit, ok, il n'y a pas de stage possible, on va les créer nous-mêmes. Donc, on a créé une ASBL. Oui, j'ai oublié de dire, on vient de la Prince du Luxembourg, donc au niveau des infrastructures, c'est assez compliqué aussi par rapport à tout ce qui existe, que j'entends depuis ce matin. J'ai l'impression qu'on est dans un désert médical et structurel total. J'ai l'impression qu'on est limite dans les années 70, en France Luxembourg, mais enfin bon. Et donc on a créé à 3 cette SBL et on propose des stages pour enfants en situation de handicap, réservés aux enfants en situation de handicap, ce qui n'était pas notre but à la base, parce que moi j'entends Johanna qui dit « moi j'ai pas envie d'être cloisonnée avec des personnes en situation de handicap, j'ai envie de faire partager à tout le monde ». Nous aussi, on voudrait bien ça. Mais on n'a pas encore trouvé les moyens, ni les relais pour permettre ce genre de choses. Le deuxième volet de notre projet, c'est qu'on a créé des sessions de sport inclusives. Donc le dimanche matin, on propose du sport avec un athlète qui est une personne en situation de handicap et son binôme qui est son partenaire qui est une personne valide. Et tout le monde joue ensemble le dimanche matin, notamment au baskin. Je ne sais pas si vous connaissez la discipline, c'est en train d'émerger, c'est du basket inclusif en fait, et donc toutes sortes de handicaps, que ce soit moteur, mental ou sensoriel, avec des personnes valides. C'est très très chouette, c'est très convivial, et donc on est une petite ASBL qui vit comme ça de convivialité, d'humanité, de gens qui ont envie de faire des choses pour leurs enfants, parce que moi, mes autres enfants, ils veulent aller en stage, ils ont l'embarras du choix. Ils veulent s'inscrire dans un club sportif, ils ont l'embarras du choix. Moi, ma Violette, elle a que ce que je peux lui proposer. Et à un moment donné, je trouve ça un peu dur, parce qu'il n'y a pas d'autres propositions, il n'y a pas de solution. Et je trouve ça moche, parce qu'un enfant est un enfant. Pourquoi mes autres enfants ont plein de choix et que ma grande, elle a que ce que je peux finalement lui proposer, parce que sinon il n'y a rien du tout. Et j'entendais monsieur le ministre ce matin qui disait notre détermination reste intacte. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis plus que jamais déterminée. Il ne faut quand même pas oublier que la détermination ne peut pas venir que d'entreprises, d'initiatives privées. La détermination et la résilience, ça ne peut pas être un mode de vie, et qu'à un moment, il doit y avoir des structures et des ressources politiques qui viennent en aide, parce que les parents, et
et tous les proches qui accompagnent les personnes en situation de handicap, oui, ils sont hyper déterminés, plus motivés que jamais, mais c'est parfois des personnes fatiguées et usées. Et voilà, moi aujourd'hui, je voudrais dire, oui, notre SBL, elle fonctionne, c'est super, mais on a besoin d'aide. On a besoin d'être entendu, on a besoin de relais. Et c'est aussi pour ça que Inclusion est venue à notre rencontre, parce que, je veux dire, on ne va pas faire tourner un système comme ça sur 3-4 personnes et uniquement de la bonne volonté. La SBL s'appelle Un autre regard. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que le message est toujours le même, c'est que l'énergie est là et l'envie de créer des nouveaux projets est là, mais ça demande aussi un peu de soutien. Donc on va passer la parole à Renaud, qui est aussi dans une démarche où ils soutiennent des projets, des initiatives. Donc je vais laisser Renaud présenter ce travail-là. Merci, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Renaud et pour ceux qui ne le savent pas, je suis frère d'un grand frère qui était handicapé, grande dépendance, qui est décédé en 2020, à l'époque Covid. Pas du Covid, mais parce qu'on a appelé le syndrome de glissement, parce qu'il n'a pas compris que c'était le Covid, il était en institution et ne nous voyons plus assez souvent, il s'est laissé partir simplement. À côté de ça, je travaille à Cap 48 à l'RTBF, et donc c'est à la fois dans ces deux titres que je vais parler aujourd'hui. Alors évidemment, les parents, c'est un moteur essentiel dans ce qui concerne le secteur du handicap. J'ai beaucoup apprécié aussi ce que Johanna disait tantôt, ce rappel qu'elle nous a fait. C'est bien d'écouter les parents, c'est aussi bien d'écouter les personnes concernées directement. Et ça, je trouve que c'est un message éminemment fort venant de Johanna. Je crois qu'en effet, le micro doit se tourner en priorité vers, bien sûr, sans exclure ni les parents ni les professionnels, mais il faut aussi qu'on prenne le temps d'écouter, de tendre les micros aux personnes concernées. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai le plus grand respect aussi pour ce Forum européen des personnes handicapées, mais qui se décline dans chaque pays, qui est à nos conseils consultatifs aussi, au niveau des régions, au niveau du pays. Ce sont des plateformes tout à fait essentielles qui accompagnent maintenant nos structures depuis une vingtaine d'années. L'année un peu charnière, ça a été 2003, l'année européenne de la personne handicapée, où il y a une véritable accélération de cette prise de parole par les personnes handicapées elles-mêmes, au-delà de la famille, j'insiste, je précise, même si, encore une fois, et je le sais pour l'avoir vécu, la famille joue un rôle important aussi. Alors, la question posée ici est difficile, surtout après les interventions personnelles qu'on vient d'entendre. Donc je pars sans doute dans différents domaines, mais qui vont arriver finalement un peu aux conclusions peut-être que Mathis vous attendez. Mais moi, je voudrais quand même dire que depuis une cinquantaine d'années, donc Cap 48 existe depuis 1967 et actif dans le financement depuis 67. Et en 67, la Belgique n'est pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. L'opération 48 a été le premier bailleur de fonds récurrent pour le mouvement des familles, pour construire un secteur qui n'existait pas. On était plus ou moins au moment du fonds marron pour les plus anciens, donc c'est quelque chose qui date à vraiment longtemps. Et puis quand on est maintenant en 25, eh bien, le secteur du handicap, Bruxelles, Wallonie et nos amis germanophones, c'est quand même grosso modo 1 milliard d'euros chaque année qui passe dans les institutions, dans l'aide aux personnes, ce qui est quand même une avancée plus que significative. Et quand on voit aussi comment l'innovation dans le secteur s'est accélérée ces 20-30 dernières années, on peut quand même voir qu'il y a des choses à la fois sur le terrain pédagogique, sur le terrain social, sur le terrain économique, sur la responsabilité collégiale que les associations prennent ensemble, sur ces comités de directeurs qui se rassemblent pour essayer de mieux comprendre, mieux réfléchir,
mieux dépenser. Donc il y a quand même beaucoup de choses passionnantes qui se passent sur le terrain sur le modèle accompagnement. Et quand on entend en effet Johanna et Cléon, on voit aussi des parcours de vie qui, il y a une 50aine d'années, n'auraient pas été possibles. Donc il y a quand même des filières qui se sont construites dans la douleur, dans la difficulté, à contre-courant, avec un vent contraire fort, et malgré tout des épanouissements, des réussites, des familles fondées, des diplômes octroyés. Donc ça, il faut aussi reconnaître que pendant cette période, il y a des tas de choses magnifiques qui se sont passées. Donc dire aujourd'hui que la situation est grave, je crois qu'on peut en tout cas dire qu'il y a encore beaucoup de travail sur la table, certainement. On n'est pas au bout du chemin, et je ne pense pas qu'on soit un jour au bout du chemin dans des thématiques aussi profonde et aussi à intégrer dans notre humanité, puisque c'est nous-mêmes dans notre reproduction et dans notre manière de vivre qui générons, quand je dis nous-mêmes, c'est la société qui crée et qui génère des accidents, et puis la société qui, par sa situation, génère les barrières qui créent le handicap. Donc pour l'instant, les enjeux dans 20 ans sont sans doute encore là, à d'autres endroits, à d'autres niveaux, et peut-être avec d'autres urgences. Il y a des thématiques dans le secteur du handicap qui étaient des urgences il y a 20 ans qui ne le sont plus aujourd'hui. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont à Paris, qui sont devenues des urgences d'aujourd'hui. La grande dépendance reste une thématique avec une grande urgence, et ça, en effet, il faut l'entendre, et ça reste toujours un peu incompréhensible qu'on ne puisse pas aller plus vite, mais enfin, c'est déjà, il y a quand même des choses qui bougent dans le sens favorable. Donc je vais pas faire plus long, j'essaie d'atterrir sur une thématique quand même positive aussi, c'est que la créativité, l'innovation fait partie de ce que le secteur associatif, les familles, mais les professionnels, n'oublions pas les professionnels, ils abattent un boulot fantastique. Alors les familles, dans le rôle de famille, évidemment, rêvent du mieux pour leur enfant et sont à juste titre exigeantes pour leur enfant. Les professionnels rêvent du mieux pour les bénéficiaires et exigent aussi un engagement extrêmement important pour leur réalisation de leur travail. Donc tout le monde, finalement, fait son mieux. À la fois les familles font de son mieux et a une attente exceptionnelle pour les enfants, et puis les professionnels veulent faire de leur mieux aussi pour que tout se passe bien. Et à certains moments, en effet, il y a des incompréhensions qui se passent, parce qu'entre humains, en effet, on ne partage pas toujours, on n'a pas la même grille de lecture, mais tout le monde parle des personnes concernées avec la même envie de les faire progresser. Donc on en parlait tantôt dans l'atelier précédent, c'est qu'en effet, c'est la confiance, la bonne, parler des mêmes choses, avoir un même vocabulaire, comprendre ce que l'un et les autres disent, avoir de la nuance dans les propos. Et ça aussi, on en parlait tantôt, notre société aujourd'hui ne génère plus de nuances, on est dans l'affrontement. Or, ça n'est pas d'affrontement qu'on a besoin dans notre secteur, on a besoin de nuances, de concertation, de partage d'émotions, de compréhension et de construction commune. Le secteur et les professionnels ne savent pas se passer des familles, comme les familles ne savent pas se passer des professionnels non plus. Donc nous sommes intimement liés et condamnés à avoir un travail de réussite et de succès pour le bien-être des personnes dont vous êtes la maman, mais pour lequel les professionnels demain auront un amour aussi sincère et juste par rapport à votre enfant. Donc c'est ça l'enjeu de demain, c'est arriver à faire évoluer un secteur qui est dans un moment de tension vers un secteur qui est un peu plus résilient, où les personnes sont à la bonne place parce qu'en effet il y a encore des choses à améliorer là, et où malgré tout les parents ne se sentent pas dans cette immense solitude quand il faut créer une association pour leur enfant. Ceci dit, n'oublions pas que, et c'est mon cas par exemple, mais j'en connais d'autres dans la salle, moi, créer une association pour personnes handicapées, ça a été ma manière aussi de vivre ma situation de fratrie. Si je travaille à Cap 48, c'est pas sans raison, ça m'est pas tombé sur la tête comme ça par hasard, c'est parce que c'était l'endroit où j'avais envie de travailler. Donc on est quand même les uns et les autres guidés par des parcours qui sont dans nos fils de vie intimes, et qui finalement, quand on compte tous ceux qui travaillent autour du handicap, on est quand même sur beaucoup de gens de bonne volonté. Le poste ministériel attaché au handicap n'est pas le poste le plus convoité par les candidats ministres d'un gouvernement. Ça, on le sait, et ça a été de tout temps comme ça. Et ceux qui viennent à ce poste-là, c'est parce qu'ils ont un intérêt à le faire, de même que dans l'administration aussi. Vous n'êtes pas là non plus sans raison, c'est parce que ce sont des endroits où on sent
personnellement, individuellement, qu'on a quelque chose à apporter et qu'on a envie de le faire en concertation avec les uns et les autres. Ça, je crois que c'est un fil rouge qui nous rassemble tous ici, en mettant l'administration, les pouvoirs politiques, les associations et les parents. C'est un fil rouge qu'on a en commun et je crois personnellement et très profondément, et c'est ce que CAP 48 fait, finalement, notre rôle est assez éloquent dans ce sens, c'est que nous sommes finalement un point d'ancrage pour à la fois le courant des familles, les personnes handicapées, les partenaires publics, privés. Et c'est ça notre force à CAP 48, c'est de rassembler toutes les bonnes intentions, les bonnes initiatives pour amener des moyens à faire de l'innovation dans un secteur qui en a besoin. Le secteur social a besoin d'innovation, il n'est pas ou peu financé dans le privé. Il est financé, et bien nous aussi dans le social, on doit avoir la force de financer l'innovation parce que c'est comme ça que notre société peut lutter contre et s'améliorer pour toutes les catégories de personnes qui ont un besoin spécifique. Un grand merci Renaud pour l'intervention. Et je vais retenir un des éléments que vous avez pu partager, qui est celui de la force du tissu associatif. On en a discuté avec Xavier juste avant de monter sur scène, mais je pense que du coup je vais vous laisser la parole pour expliquer et mettre en lumière votre association et expliquer aussi, même si on sort un peu du champ du handicap à proprement parler, mais on souhaitait vous avoir aussi pour partager d'autres initiatives qui existent. Oui, bonjour à tous. Mathis m'a affublé du terme d'expert en levée de fonds. Je suis plutôt expert en bêtises et en imbécilité qu'en levée de fonds. C'était vrai juste avant que le Covid arrive. La plupart des sociétés ont absolument fermé tous les robinets ou se sont centrées sur des domaines très précis comme GSK notamment. Et donc, lever des fonds, ça devient horriblement compliqué. Nous avons eu la chance, à Pêcheurs de Lune, on s'occupe exclusivement d'enfants placés. Donc on s'occupe de 5 ou 6 000 enfants par an. Donc on les sort de leur univers pour les emmener au théâtre, au cinéma, en parc d'attractions, en vacances, etc. Et à Noël, on offre plus ou moins entre 7 et 8 000 cadeaux à ces enfants placés. Donc on a eu la chance de rencontrer David Antoine de RTL, qui nous a pris sous son aile, ou sous sa bonne étoile. Enfin, l'étoile de David, c'est un peu compliqué en ces périodes-ci. Et nous avons cette chance d'avoir ces financements-là qui nous permettent de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. On n'est vraiment pas du tout dans le même secteur, même si notre but est d'aider des enfants, d'essayer de les intégrer dans la société. Et on peut, depuis cette année, intervenir sur leur cadre de vie, ce qu'on n'a jamais pu faire avant. 95% des institutions qui accueillent des enfants sont gérés par des particuliers ou des ASBL, n'ont absolument aucun moyen financier pour améliorer le cadre de vie de ces enfants. À Braine-l'Alleud, par exemple, il y a une institution où il y avait une salle de bain commune pour les filles et les garçons. Bon, on est arrivé et on a pu créer une deuxième salle de bain pour leur donner un semblant de normalité dans leur vie. Donc, au niveau des fonds, c'est très compliqué. Tout part toujours, comme Madame l'a expliqué tantôt, d'initiatives privées, de parents qui ont envie de faire bouger les choses, de s'occuper de leurs enfants. Ce soir, notamment, on organise un souper pour une petite puce qui doit être opérée au niveau des oreilles. Ça coûte une fortune et donc on essaye de motiver les gens autour de nous pour ce genre de choses. Mais c'est pratiquement le seul moyen. Moi, je suis beaucoup moins optimiste que Renaud. Pour avoir discuté avec pas mal de nos décideurs politiques, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose à faire de tout ça. Je pense que si Coluche avait à créer les restos à un moment, il aurait espéré arrêter très vite en pensant que le politique allait prendre le relais. Ça n'a pas été le cas. Moi, je suis toujours sidéré de voir qu'il y a actuellement 200 enfants placés donc, qui ont été retirés à leurs parents, pas parce qu'ils ont braqué une banque à 3 ans, mais par défaut des parents. Il y a 200, d'après les chiffres de l'ONU, enfants placés dans les hôpitaux. Ça coûte 200 000 € par jour. Est-ce qu'on ne pourrait pas, avec cet argent, faire autre chose ? Je pense que là aussi, il faut que les politiques entendent notre discours et notre demande. J'ai pu assister, et pardon de faire dans le drama. L'année passée, j'étais à l'hôpital des enfants. Il y a 7h30, un coco de 7 ans qui est arrivé en pyjama avec sa tutute et son nounours
encadré par 2 policiers parce que ses parents étaient en train de s'entretuer et qu'il n'y avait pas d'autre possibilité de placement. Et cet enfant s'est retrouvé aux urgences là. Donc c'est une toute autre thématique. Hein. Mais je pense vraiment que si les gens qui nous dirigent, qui sont censés nous protéger les enfants, etc., pouvaient un temps soit peu mettre leur ego au placard et leur vue politique à très court terme dans des choses pratiques, il y aurait moyen de faire des économies énormes et de créer d'autres centres. On est en train, avec Pêcheurs de Lune, et le juge que vous connaissez peut-être, qui a pris sa retraite, Eric Jensen, ancien juge des enfants à Nivelles, on est en train de créer un centre SOS Jeunes, même si on ne peut pas l'appeler comme ça, en Brabant-Wallon, parce qu'il n'y a absolument rien. Il y a 150 ados qui errent, notamment pas mal ici à Louvain-la-Neuve, et donc on a acheté des tiny houses qu'on va installer sur un terrain à Autun-le-Val, et on va pouvoir accueillir cette année une dizaine de jeunes. C'est pas grand-chose, mais c'est des jeunes qui vont s'intégrer dans la société, qui ne vont pas coûter de l'argent à la société en faisant méfaits et autres. Et tous ces financements sont possibles, parce qu'on essaye d'être crédible. Ça, c'est très important dans le cas d'une ASBL, d'être transparent, d'avoir un discours qui est juste et auquel on croit, avoir une énergie indécrottable. Ça fait 15 ans maintenant que nous, on se bat pour ces enfants. Et il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres solutions. Michel Berger a dit on est toujours tout seul au monde, et c'est un peu vrai. Et je pense que sans ces initiatives privées, eh bien, il y aurait beaucoup d'enfants handicapés, abandonnés, qui ne seraient pas aidés. Voilà, c'est le seul discours que moi je peux apporter. Nous avons eu cette chance avec David Antoine. Ça lève des fonds absolument incroyables pour une petite ASBL comme la nôtre, et on peut faire des choses remarquables grâce à ça. Voilà, je ne sais rien vous dire d'autre que ceci. Un grand merci pour ce partage et ce témoignage. Je pense que ce qu'on voulait amener autour de cette table ronde, c'était de se dire que même si j'ai envie de dire le gros du travail a été fait il y a déjà quelques dizaines d'années, de créer un système qui apporte des réponses. On en a débattu toute la journée. Aujourd'hui, ce système, on le sait, il a des limites. C'est aussi ce qui nous a animés toute la journée. Moi, il y a quand même un élément que j'aimerais amener et qui nous permettra de conclure cette journée. Mais d'abord, on va vous donner la parole. Mais ça sera comment on fait pour demain avoir un système qui permet plus de financement qui soit basé sur les habitudes de vie de chacun et moins basé sur un regard collectif de la qualité de vie. Et là, je ne parle pas de handicap. Xavier vient de nous parler de l'enfance. C'est la même chose. Si on a des financements qui peuvent être au plus proche de chacun, je ne dis pas qu'il faut faire un sur-mesure, qu'on se retrouve dans un système complètement assurantiel où on cotise à des points et on est accompagné en fonction du nombre de points qu'on paye. Ce n'est pas du tout ça que je raconte, mais c'est d'avoir un système qui essaye de s'approcher et qui prend en compte les habitudes de vie de chacun. Je crois que les témoignages qui ont été faits, c'est vraiment ça l'attente. Mais je vais laisser quand même la parole à la salle. Je sais qu'il y a beaucoup de porteurs de projets que je connais déjà qui voudront peut-être s'exprimer et partager aussi leurs initiatives. Tout d'abord, vraiment merci pour votre témoignage, c'était vraiment hyper touchant. Je vais essayer de ne pas pleurer en parlant. Voilà, je voulais revenir notamment répondre aux besoins individualisés. Et vous avez dit clairement sur le problème qu'on nous a volé notre budget et qu'on nous propose des cabines téléphoniques au lieu du GSM. Je vais vous parler d'un exemple concret. Donc j'ai un fils avec un handicap moteur. On avait droit à une poussette. Je ne sais pas si vous connaissez les poussettes McLaren. Franchement, j'étais chaque fois en pleurs quand je devais pousser cette poussette. Je m'étais dit, mais putain, on nous donne une poussette, c'est un caddie. On est plus dans 2020 et on n'est pas foutu de nous donner une poussette qui fonctionne, quoi. Donc, j'étais tout le temps en rage. Et j'ai demandé pour avoir une poussette 3 roues, parce que j'aime bien faire du tout-terrain. J'aime bien aller me promener en forêt, en bois, etc. Et on m'a dit, écoutez, pourquoi vous faites partie d'un club, vous voulez faire de la DEPS, machin. Je dis non, moi je veux voir personne, je veux juste toute seule dans mon bois avec mon fils et foutez-moi la paix. Et en fait, non, on a fait 3 ans auprès du phare pour faire cette demande. Après, on nous a dit oui, mais votre fils
pouvez faire la demande parce qu'il est autiste, parce qu'il a besoin d'un cadre. Enfin, on a dû expliquer 36 000 choses pour pouvoir avoir cette poussette. À un moment donné, je me disais, je m'en fous. J'ai un ami qui voulait bien me prêter des sous pour la poussette. J'allais payer la poussette. À ce moment-là, on reçoit enfin une réponse positive du phare. Moi, j'étais toute contente. J'étais là, yes, on a enfin une réponse positive du phare. Le papa de mon fils, il n'était pas content du tout. Et je lui demandais, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, mais en fait, cette poussette, on l'a payée 3 fois. Vous vous rendez compte, tout le système administratif derrière cette poussette, le nombre de comités qu'il y a eu, de mails qui a été envoyé. Donc, tout cet argent gâché, perdu. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est cet argent qui est mal utilisé, qui pourrait être mieux utilisé. Et puis aussi cette question où on nous donne des cabines téléphoniques alors que les autres, ils ont un GSM, quoi. Oui, voilà. S'il te plaît, Cléon voulait faire une réponse. Je te laisse la parole, Anne, après. Non, très brièvement, je ne peux aller que dans le sens de madame. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans une commission à Iriscaire. On parlait des coussins anti-escar, du délai de renouvellement des coussins anti-escar. Donc je leur disais, écoutez, on est assis dessus de 16 heures par jour. Le délai de renouvellement d'un coussin anti-escar, c'est 3 ans. Après 3 ans, c'est une galette toute plate. Et c'est 100 €. Ça va coûter 100 € si on renouvelle le coussin. Et je dis, les risques, c'est qu'on a un escar, puisque ça ne fait plus la fonction de coussin anti-escar. Alors évidemment, les mutuelles rentrent, commencent à se réveiller et disent, ah oui, mais attendez, un escar, c'est 6 mois, c'est pas un jour. Et c'est pas 100 €, c'est 4 000 € par jour que ça coûte. Donc, 6 mois fois 4 000 €, donc 180 jours fois 4 000 €, si on met en rapport avec les 100 € que coûte un coussin anti-escar, c'est évident qu'il faut prendre la décision de, quand le coussin est une galette, il faut la remplacer le plus vite possible parce qu'on va le payer 1000 fois plus. Ah non, ce n'est pas notre budget, on s'en fout. Voilà la réponse. Donc je pense que l'homme politique et les administrations doivent prendre de la hauteur et de voir de manière globale le bien, d'abord pour la personne. C'est jamais bon d'avoir un escar à son derrière. Comme disent les Africains, c'est quand on est assis qu'on sait à quoi servent les fesses. Donc, je pense qu'il faut prendre de la hauteur, justement, pour essayer de trouver la meilleure solution pour les personnes, mais aussi pour les finances collectives. Merci. Voilà, je me présente, je suis Anne Bindel, je suis porteuse d'un projet dans la même région que la vôtre, à Stavelot, donc c'est aussi le fin fond de la Belgique, c'est un peu le trou. Et voilà, on a très vite créé une ASBL, on a ouvert une maison de vie partagée, donc un habitat inclusif solidaire. On a eu une levée de fonds magnifique pour renouveler le bâtiment qu'on a reçu. La maison est prête, elle tourne depuis 1 an sur un système de bénévolat. Donc on a d'autres locataires valides qui vivent avec des locataires avec une déficience intellectuelle. Et voilà, on est au bout d'1 an de vie qui fonctionne, mais les bénévoles sont un peu à bout de souffle. Et donc on cherche un financement pour pouvoir payer 1 ou 2 éducateurs, mais on voudrait garder notre spécificité de maison de vie partagée et pas devenir simplement un SRNA ou un type de service comme ça dépendant de la vie. Et en fait, c'est très très compliqué de trouver du financement pour du personnel. Le financement pour faire un toit, rechanger les châssis, ça, c'est pas compliqué. Mais pour faire un financement de professionnels, c'est extrêmement compliqué. Alors qu'on aurait pu se débrouiller, et ça c'est un travail en réseau, si au niveau politique on repensait un petit peu mieux, par exemple le travail avec les aides familiales ou avec les services d'accompagnement qui ne peuvent travailler que pour une personne.
En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'une aide familiale puisse venir pour les 4 ou 5 personnes handicapées qui sont dans la maison. Et c'est toutes des petites difficultés comme ça qui s'accumulent et qui font qu'un projet qui a toute sa valeur, tout le monde nous le dit, mais on est en train de se noyer en fait. Et donc si on n'a pas 1 ou 2 professionnels qui viennent seconder nos bénévoles, ben c'est très dommage, on va devoir fermer alors qu'on a reçu des millions pour rénover cette maison. Donc voilà, c'est aussi un appel aux politiques. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des financements qui ne sont pas forcément dépendants de projets subsidiés agréés, mais pour pouvoir financer un peu sur fonds propres du personnel pour pouvoir survivre, d'autant plus qu'on offre une vie qui maintient la personne dans son milieu de vie et dans son habitat inclus dans la vie de Stavelot, par exemple, pour parler des 2 Stavelotins, mais il y en a d'autres, 2 centres de jour de la région qui cherchent un hébergement, et quand leur enfant doit partir en hébergement, ils sont obligés de les extraire de leur centre de jour régional pour aller les mettre dans un centre d'hébergement, souvent loin de la région, et c'était l'objectif de la Maison Speranza. Voilà, c'était un petit témoignage et un appel au secours aussi, comme vous. Très précis, pardon. Il y a beaucoup de fondations, de sociétés qui veulent aider, mais qui ont des critères tellement précis et stricts que ça en devient débile. On a rencontré une fondation qui ne veut financer que l'éducation. Bon, ben oui, mais si les gosses ne savent pas se loger, l'éducation, elle est où? Donc à un moment, il faut peut-être aussi ouvrir ses chakras et ses horizons, quoi. Mais bon, c'est compliqué de dire à des gens qui veulent vous donner de l'argent qu'il faudrait peut-être penser différemment. Mais il faudrait le faire, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'ai une question à vous poser. Justement, j'ai entendu les 2 témoignages de monsieur et madame qui est en chaise. Eh bien, ça va permettre surtout de voir comment ils vivent, justement, via l'aide qu'ils ont besoin. Et j'ai dit simplement que on a tous besoin d'aide quelque part au niveau des aides de leur journée, de leur semaine, qui sont organisées pour eux. Le plus facile, la facilité ou la fragilité, c'est quelque chose qui peut toucher à cœur aux personnes en situation de handicap. C'est des personnes qui sont de bonnes personnes, de confiance, et autres partagent le mieux de vie à la meilleure vie qu'ils souhaitent pour toucher leur sens de vie, voir à leur parcours qu'ils ont fait jusqu'on est arrivé là le 15 novembre. On va prendre une toute dernière intervention ou question et on va devoir conclure cette journée si on veut vous laisser partir dans des heures raisonnables. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Ouais. Rebonjour. Je reviens un petit peu, on en avait discuté avec Thomas, refaire une petite intervention autour de ce rapport justement sur la désinstitutionnalisation dont je vous parlais dans l'intervention précédente. Oui. Viens nous voir, Justine, ça, Okay. ça sera mieux si tu es devant la scène. C'est plus confortable, effectivement. Donc voilà, vous touchez un petit mot justement sur les conclusions de ce rapport-là. Et je te rejoins, Mathis, quand tu disais qu'on peut juste parfois s'asseoir, écouter les vécus et travailler au changement. Et ce rapport, c'est vraiment ça en fait qu'il visait. On l'a appelé la désinstitutionnalisation par ceux qui l'ont vécu. Et je vous disais qu'on est un petit peu allé chercher justement les innovations, ces fameuses innovations dont on discute ici et qu'on en est revenu en les ayant vues, ces innovations. Elles existent, elles sont mises en place, mais elles sont mises en place par ce qu'ils appellent le communautaire, donc l'associatif et les familles.
Et quand on dit que ça prend 10 ans, on a les mêmes chiffres de ce côté-là, effectivement. Ça a pris 10 ans et c'est de l'abnégation et c'est de la recherche de fonds privés permanents avec des budgets qui se resserrent, des exigences qui se resserrent aussi pour nous-mêmes faire de la recherche de fonds privés pour compléter nos missions et nos financements. On a les mêmes constats. Et on a vraiment observé qu'il y a toujours historiquement toujours eu ces mouvements vers justement plus de liberté, d'autonomie. On a retrouvé des rapports du 19e siècle qui parlent de ces choses-là. Donc cette question, elle ne date pas d'hier, mais la question de la responsabilité dont on discute, je pense, et tout ce que vous partagez ici, elle pose cette question de la responsabilité collective, publique de l'État, comme on désire l'appeler. Mais en tout cas, on est revenu avec cette certitude, en fait, que effectivement, la résilience, la détermination, l'abnégation des familles, ça ne peut pas être un moteur pour juste pouvoir être un être humain digne et jouir de ses droits comme chacun en a justement le droit par sa condition humaine. Donc on revient vraiment avec ça et avec l'envie d'aller en discuter à gauche, à droite. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, mais vraiment pour dire qu'effectivement les alternatives, elles existent, mais elles ne peuvent pas exister sans soutien public, pérenne, qui permet une qualité de l'accompagnement. Et la qualité, elle n'est permise que par la pérennité de ces alternatives et pas par le sacrifice des travailleurs passionnés du secteur et des parents et des familles qui veulent juste que leur enfant soit bien. Donc voilà. Merci Justine. Et Merci on ne aussi. manquera pas de transmettre les coordonnées de l'ASBL aussi au moment de la conclusion. Merci. Je voudrais juste vous signaler, si vous n'êtes pas au courant, qu'il y a plein de jeux inclusifs qui sont ouvertes. Il y en a 3 actuellement. Ça s'appelle le Monde d'Eden. Il y en a une sur Wavre, une sur Nivelles et une sur Bruxelles. Et c'est toujours intéressant d'aller passer un moment là avec vos enfants, quels qu'ils soient. Tout est adapté. Comment dirais-je, Lou qui a créé ça pour son coco est vraiment une femme extraordinaire. Elle va en ouvrir 2 en Wallonie, dont une pas très loin de chez vous, et une à Paris. Donc ça a pris une ampleur et tout ça est parti. On avait rencontré d'ailleurs Renaud pour ça. C'est parti d'une plainte de jeux à Nivelles où il y a un monsieur richissime qui est passé, qui avait son petit-fils handicapé et qui a financé l'ouverture de toutes les autres plaintes, comme quoi espoir, il faut le garder. Merci beaucoup. J'ai même plus besoin de faire la conclusion parce que l'espoir a été donné par cette dernière intervention. Mais je voulais vous remercier à tous d'avoir témoigné soit de ces histoires de vie qui, je pense, doivent être inspirantes et on doit retenir aussi les possibles dans ces parcours de vie et des témoignages d'initiatives qui marchent et qui marchent moins bien, mais au moins qui existent aujourd'hui, et je pense que c'était le mot. Je vais libérer notre panel et les remercier chaleureusement avant de faire un mot de conclusion, mais un grand merci. Vous pouvez les applaudir. Et l'exercice de l'inclusion n'est pas toujours le plus simple, notamment d'un point de vue matériel. Vous aurez vu le bricolage que nous avons dû faire pour pouvoir mettre nos très chers camarades sur le devant de la scène. Donc j'espère qu'on ne va pas finir avec un drame pour clôturer cette journée. Mais ça devrait le faire. Comme dit Clément, l'inclusion, c'est un risque. Juste un petit mot de conclusion. On est très heureux d'avoir organisé cette journée. Pour être tout à fait transparent, c'était d'une complexité inouïe d'arriver à goupiller, en tout cas retranscrire d'une manière ou d'une autre tous les témoignages qu'on a eus de famille durant toute cette campagne. Je pense que juste dire un mot de cette campagne qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux, donc j'espère qu'on n'est pas trop nul en communication et que tout le monde est à peu près au clair sur ce qu'on a fait ces dernières semaines. Mais on a lancé une campagne qui avait volonté à retransmettre ces témoignages et surtout à alerter pas, non pas que collectivement et en disant la société va mal, il manque de l'argent, mais plutôt de toucher chaque parlementaire en leur partageant avec eux, en leur transmettant une responsabilité, en leur disant en fait ces familles-là elles ont tout tenté, elles ont tout essayé.
aujourd'hui, c'est votre job de trouver une solution. On l'a bien entendu, et on ne va pas refaire le débat qu'on a eu toute la journée. Les solutions sont restreintes et l'argent n'est pas à profusion et ne permet pas de trouver une solution pour tous, en tout cas pas la solution parfaite pour tous. Mais en tout cas, nous, en tant qu'association de famille, c'est ce qu'on défend et ce qu'on continuera à défendre. On continuera aussi à collaborer avec les institutions, avec les différents ministères pour réfléchir ensemble à comment utiliser intelligemment cet argent. Mais je crois que tout ce travail-là, il nous amène surtout à se dire qu'il faut penser le futur, mais il faut le penser avec un regard qui est loin. Je crois que dans chaque table ronde, il y a toujours un ou plusieurs interventions qui nous ont amené à penser ça, qui est de se dire, si on pense juste à une échelle de quelques années, on ne peut pas repenser le modèle, on ne peut pas repenser l'ensemble des solutions qui sont apportées. Et là, dans cette campagne, je ne sais pas si on va avoir le temps de vous partager la vidéo, parce que je trouve qu'elle est importante et qu'elle retranscrit bien la réflexion qu'on a voulu mener. Mais cette campagne, elle montre bien que la solution, on ne va pas la trouver demain, mais qu'on est obligé de faire alliance pour pouvoir la trouver dans les prochaines années. Et quand on parle de prochaines années, c'est peut-être plusieurs dizaines d'années, quoi.